Bonjour, bonjour Boulogne. Alors vraiment merci au Riquitel de nous accueillir, c'est vraiment génial de pouvoir bénéficier de cet endroit, certes polluant, mais très accueillant. Merci à Jérôme Chouaki, merci à Clémentine Sadou et Paul Schmitt qui ont organisé tout ça. Merci à Écran Total aussi. Donc on est très nombreux à s'exprimer ce matin, donc je vais être très ayatollah sur le chronomètre. Je dis ça surtout pour les journalistes que je remercie d'être là. Voilà, donc je vais essayer d'être très bref aussi moi dans ce préambule. Je vais commencer par un truc un peu commun et après on va parler de choses plutôt positives. Premier constat, effectivement, la Terre se réchauffe, la biodiversité est en train de s'effondrer, les océans sont vidés de leurs poissons. On est tous, a priori, ici dans cette salle, de près ou de loin des gens de médias. Et la caractéristique du média, je reviens à l'étymologie du mot, c'est ça vient de médium. On est un moyen, on est un milieu, on est un lien, une institution, un moyen impersonnel qui permet une diffusion large et collective d'informations ou d'opinions, quel qu'en soit le support. Donc je pense qu'on peut tous se reconnaître de près ou de loin dans cette définition. Donc on est un lien, on est une courroie de transmission et on doit jouer un rôle de courroie de transmission entre des acteurs qui sont quand même le grand public, les industries, la finance et les pouvoirs publics qu'on touche tous. Et on sert aussi de lien entre ces différentes parties. On n'est pas des industriels, on n'est pas les pouvoirs publics, on n'est pas les grands publics, on est le lien entre tous ces acteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer, créer des dynamiques plus vertueuses? Voilà, alors aujourd'hui, j'ai intitulé provisoirement ou définitivement un groupe qui s'appelle Green for P, donc le quatrième pouvoir vert, qui est un groupe informel constitué de professionnels des médias qui ont la vocation, l'envie et la volonté de mettre en avant toutes les initiatives qui vont dans le bon sens. Voilà, je vais lâcher le mot, on va faire du lobbying vert. On va faire du soft power environnemental. Alors à notre niveau qui est celui de gens de médias. Et pourquoi pas aussi les pratiques dans le bon sens. Voilà. Alors transmettre le message de façon large et collective par tous les moyens. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc pour parler de tout ça, évidemment, un certain nombre de panélistes qui sont, que je remercie beaucoup d'être là parce qu'ils ont une vraie compétence chacun à leur niveau et à leur place pour parler de ces questions-là. Donc on va aller du média, on va dire, le plus traditionnel au média le plus atypique, le plus transversal et plurimédia. Donc on va commencer par Catherine Puiseux du groupe TF1, qui est directrice RSE au groupe TF1. Yacine Kassi, qui n'est pas là, mais qui est en train d'arriver. On va nous parler aussi du rôle des médias dans la transmission des messages autour de la marche pour le climat. Gaël Richard et Nelly Delfou, qui sont là, producteurs et journalistes, viennent parler d'une initiative. Et là, je vous disais tout à l'heure, on veut mettre en avant, pousser les idées qui nous semblent aller dans le bon sens. Et celle-là, je pense, a énormément de sens et il faut vraiment l'appuyer. Alors, merci beaucoup Julien de ton invitation, je suis ravie de vous rencontrer tous. Je vais commencer par expliquer de quel point de vue je vous parle à TF1, parce que je ne suis pas journaliste, je ne produis pas des contenus, je suis directrice RSE et je ne sais pas du tout si cette fonction est connue de vous. Qui a une idée claire de ce que c'est que la fonction RSE? Bon, c'est tout de même. Donc, notre rôle, on est de voir de la contribution positive à la société et à l'environnement. Et c'est d'autant plus intéressant quand la société n'est pas de manière native bien positionnée sur ces sujets. Donc je peux dire que j'ai un effet de levier important à exercer à TF1, puisqu'on part de loin, nous on est de masse, on est né pour accompagner la consommation de masse. Et donc ça nous amène là où on est aujourd'hui, on est en plein, je veux dire, dans le paradoxe de ce changement de modèle qu'il faut opérer, avec voilà, des paquebots dont il faut opérer le changement de direction. Donc c'est pas facile, mais je suis très heureuse de pouvoir faire ça à TF1. Je le fais depuis 15 ans et je le fais dans un contexte favorable. Et je vais vous dire pourquoi, même si là aussi ça va peut-être pour vous des notions paradoxales. Nous, un actionnaire qui est Bouygues, qui peut être critiqué sous d'autres aspects, sur le plan du développement durable et environnemental, est un formidable. C'est aussi un actionnaire qui a de fortes opportunités économiques dans le développement durable, parce qu'il s'agit maintenant de repenser les villes. Donc c'est un actionnaire qui, pour les 6 métiers qui composent le groupe Bouygues, a constitué un moteur
en nous demandant dès les années 2000 de développer des politiques de développement durable, quels que soient les métiers, la route, le téléphone, les médias, la construction, l'immobilier. Donc on a un peu tutélaires qui ont traversé le groupe. Il y a Nicolas Hulot, que moi j'ai connu comme salarié, comme collègue dans le bureau d'à côté, que j'ai entendu haranguer les managers plusieurs fois dans l'auditorium. Donc une émotion ressentie par tout le monde et pas de transformation forcément de la part de chacun de ces managers concernant leur métier. Mais en tout cas, il a insufflé quelque chose. Et puis aujourd'hui, on a dans le groupe une chaîne formidable, Ushuaïa TV, qui est peut-être discrète et qu'on essaie de faire monter en puissance, qui est bien, et puis d'autres acteurs dans la maison. Donc, présence de Nicolas Hulot importante, et présence aussi d'une autre figure, alors un peu plus technique, et dont je me suis beaucoup servi, moi, c'est Jean-Marc Jancovici. En fait, on a monté beaucoup de choses dans le groupe. Oui, on avait mis en 2009 l'indicateur Eco2 climat dans le JT tous les mois. Donc on expliquait aux Français tous les mois en quoi leur mode de consommation faisait évoluer. On a quand même duré 1 an. Après, la rédactrice en chef du 13h nous a dit, écoutez, arrêtez. Ça décroche au moment où vous en parlez. Donc, visiblement, ce n'est pas la bonne manière. Et désormais, ça amène Martin Bouygues à signer le manifeste de la décarbonation en Europe. Donc, il y a des puissances à l'œuvre à l'intérieur des entreprises, si ça peut vous rassurer d'une certaine manière. Dans chacune des grandes entreprises, il y a un directeur, une directrice RSE qui mène ces sujets et aussi des communautés financières qui se soucient de cela. Et une partie de mon travail, c'est de répondre à des questionnaires d'agences de notation extra-financière qui regardent de quelle manière on est mieux disant ou pas sur les questions environnementales et sociales. Donc il y a des dynamiques positives à l'œuvre, peut-être pas suffisantes, mais elles existent, il ne faut pas du tout désespérer des entreprises. Voilà, ceci dit, comment nous on traite ce sujet? Moi je ne vais pas vous parler du coup de ce que j'ai fait la semaine dernière, mais plutôt des trajectoires qui ont été engagées, de là où je pense qu'elles vont arriver, et là où je pense qu'elles ratent la cible, parce que parfois je sais que je ne vais pas y arriver. Mais je vais essayer de soulever des questions, puis on en parlera plus avant tout à l'heure. Il y a 3 manières de considérer l'environnement dans un média. D'abord, il y a notre propre empreinte, bien évidemment. Ça, on l'a traité depuis 10 ans, et notamment après ce premier bilan carbone qui a été très intéressant pour moi, je me suis aperçu que notre empreinte n'était pas dans les murs, mais hors les murs. C'est l'empreinte des tournages que les producteurs font pour notre compte, puisque 90% de notre antenne, c'est des producteurs externes qui les réalisent. Donc, j'aurais pu dire à l'époque, allez-y les producteurs, faites-nous des productions à 0 carbone. Sauf qu'il n'y avait pas de boîte à outils, c'était compliqué. Donc on a créé à ce moment-là, je suis allée voir la commission du film à l'époque, qui avait des soucis similaires, et on a créé le collectif EcoProd qui s'est bien développé, qui a bien vécu, et la boîte à outils elle est remplie maintenant. Il y a des calculateurs, il y a des guides, il y a des exemples. Il y a Laurence qui est là, qui en parlera très bien. Bon, un producteur maintenant qui veut verdir son tournage peut le faire avec des outils qui sont suffisamment éprouvés. Il reste encore une difficulté dans l'invitation, dans l'incitation de tous les producteurs à le faire. Ce côté, on va dire, est plutôt réglé. Le deuxième aspect, évidemment, super important, c'est la notion de sensibilisation du public. Ça, dans les fins, ça passe par quel vecteur? D'abord par les journaux télévisés. Tout est dit dans les journaux télévisés. Tout est dit aussi dans la météo. Evelyne Delia, que j'aime beaucoup, dans le groupe Bouygues, c'est la première qui, sur une antenne, a un très large public et parler du changement climatique. Donc la météo est un très bon vecteur pour faire savoir cela. Maintenant, dans les journaux, il y a des failles aussi, en tout cas ce que j'essaie de comprendre. On a des journalistes environnementaux qui sont très bien formés, qui ont suivi le traitement des symptômes environnementaux, et puis la question de l'électricité de manière tout à fait différenciée, avec aucun lien qui soit fait avec les thématiques environnementales. Autrement dit, on traite bien les causes, on traite bien l'environnement en termes de symptômes, par contre on ne traite en rien les causes du point de vue de l'économie, si je me fais bien comprendre. Dans l'économie, on parle d'économie. On parle de la vie de l'entreprise, on parle des résultats de l'entreprise. Et le lien n'est pas fait. En fait, tu peux un peu parler de schizophrénie au sein même des groupes de médias communautaires. C'est pas de la schizophrénie, c'est que maintenant, le stade d'après, c'est le lien. Ce n'est plus la compétence, la connaissance et le discours, c'est vraiment le stade d'au-dessus, c'est relier ces problématiques les unes avec les autres. Et pour dire à quel point tout est dit, la semaine dernière, il y a eu un article incroyable sur l'effondrement civilisationnel.
Je dis, bon, moi, je connais tout ça très bien, mais je pensais que c'était un peu sous le manteau, que Pablo Servigne n'avait pas forcément... voilà, qu'on n'avait pas en parlé tout de suite dans nos contenus à TF1. Si, en fait. Donc ça vient très vite et c'est très partagé. Donc je suis allée voir le journaliste qui avait fait ça. En fait, c'est 3 jeunes journalistes qui pourraient être là. J'ai réussi à faire un dossier pareil parce que ça demande des heures et des jours de travail et le modèle économique d'LCI, ça ne permet pas ça, quoi. Donc c'est juste des jeunes journalistes que ces sujets passionnent, qui ont été voir leur rédac chef et qui ont dit on prend sur notre temps. Je lui ai demandé à Mathieu Jublin, mais comment on fait pour continuer, pour que ça aille aussi vers les autres rédactions. Ça va être compliqué. Ce qu'il me dit de complexité, et ce sujet de la complexité de ces sujets, pour moi, il est aussi central. En fait, à LCI comme ailleurs, surtout sur les chaînes d'infos en continu, il faut parler de sujets simples, simplement. Sauf que là, on a un sujet complexe dont il est très difficile de parler. Donc il me dit, on s'est lancé dans le vide, on ne sait absolument pas qui va nous lire, et ça, en général, ça ne se fait pas pour les résultats d'audience. Néanmoins, ces sujets-là, ces articles-là sont très lus. Je vais plus vite. On a aussi développé des contenus maintenant au-delà des médias ciblés TF1. On a un podcast qui s'appelle Impact qui est très très bien. Et je glisse au passage, on y reviendra peut-être, que le journalisme d'impact a gagné ses galons désormais. Il a été discrédité des années durant. Maintenant, ça a sa place dans les journaux aux côtés des sujets très, je crois que j'avais dit, essentiels. Et le troisième aspect, c'est notre business model. Dans une entreprise, si on veut faire de la RSE vraiment au fond des choses, on se soucie qu'elle soit aussi contributive. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque notre modèle, c'est de faire vendre, et de faire vendre de manière indifférenciée, puisqu'on ne s'occupe pas, nous, des contenus, des messages publicitaires, on s'occupe de vendre de l'espace. Donc, il y a, c'est vrai, des situations de plus en plus paradoxales, même visuellement. Je vous ai mis tout un tas de petites évocations visuelles derrière de ce qu'ils ont vécu à TF1. On peut très bien avoir ce sujet sur l'effondrement qui est sur .fr précédé d'une publicité pour un SUV. C'était comme ça la dernière fois que je suis allée sur le site. Puis ces paradoxes dans les messages qu'on donne, puisqu'on voit une information, je pense, complète et précise dans les journaux d'info, dans les journaux, et puis après, dans l'écran de publicité, l'annonceur dit tout à fait autre chose, en fait. Et la perception du téléspectateur, c'est que c'est TF1 qui envoie le message de l'annonceur, et lui, il ne fait pas la différence. Donc moi, ce que j'essaye de faire, et qui est archi compliqué, et c'est là où je ne pense pas que je sois tout à fait dans la cible aujourd'hui, c'est qu'il faut que j'aille travailler avec l'annonceur et le responsable des RSE de l'annonceur, pour que dans la chaîne de valeur qui va de lui à nous et jusqu'au téléspectateur consommateur, on fasse passer un autre message du... Ce moment un peu gênant où je lance la slide d'après et qu'elle ne vient pas. Voilà. Voilà, donc maintenant, Romy Renard va nous parler de... Tiens, je vais sur la table. Non, mais comme ça, Julia, Oui. Yacine. Oui. Allez, vas-y. Donc. Bonjour à tous. Donc, rédactrice en chef du site National Geographic France et responsable de tous les contenus digitaux pour National Télévision câblée. Je voulais commencer par une citation d'une exploratrice très connue, une primatologue que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui est Jane Goodall, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois. Et pendant notre discussion, je lui ai posé cette question. Si vous reportez les mauvaises nouvelles, faites aussi en sorte que les bonnes nouvelles soient transmises au public. Et ça, c'est un message très important que je voulais partager avec vous parce que, en tant que média, on peut avoir tendance à ne communiquer que sur les mauvaises nouvelles parce qu'elles alertent, elles vont émouvoir, elles vont indigner. Donc, contenu. On a tendance à vouloir engager un public, à vouloir engager des conversations et créer des conversations autour de nous. Chez National Geographic, ça fait 130 ans qu'on existe. On existe depuis 1888. Pour des nouvelles assez, on est aussi persuadé qu'il faut être acteur du changement. Qu'il faut, par la force des contenus qu'on propose, par la force éditoriale, donner envie, donner l'inspiration, donner les outils pour comprendre, donner les motivations pour changer le monde, pour donner envie à nos lecteurs de eux aussi participer au changement. Ça passe par le fait de préserver la confiance qui est donnée à National Geographic en tant que média de référence.
en vérifiant tous les faits qu'on partage, en s'excusant, en faisant des correctifs si jamais on se trompe, parce que ça arrive. C'est aussi faire entendre les voix de la francophonie, en ce qui nous concerne chez Nat Geo France, en acquérant des droits, parce que les solutions sont partout. Et c'est aussi se reporter sur le cercle vertueux que j'aimerais vous présenter là. National Geographic a un pendant, qui est une association à but non lucratif, qui s'appelle National Geographic Society. Chaque année, elle finance ce qu'on appelle des explorateurs. Elle va sélectionner des personnes à qui elle va accorder des bourses. Ces personnes, explorateurs National Geographic, qui vont aller sur le terrain, donc ça peut être des archéologues, ça peut être des scientifiques, des biologistes, des conservationnistes. Ces explorateurs vont communiquer avec nos journalistes et nos reporters, qui vont produire du contenu, qu'on va diffuser sur notre site, sur les chaînes de télévision, sur les magazines. Ce contenu-là, tous les bénéfices qu'on va faire vont être reversés à la National Geographic, qui va pouvoir financer la science et l'exploration en finançant des bourses, notamment par les explorateurs. Et je vais finir cette petite présentation de National Geographic en laissant la parole aux explorateurs qui sont justement sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que les mauvaises nouvelles soient de moins en moins nombreuses et qu'on puisse de mieux en mieux communiquer. This is our world. It's beautiful, powerful, challenging. There's so much wonder. It inspires me. Everything has a story. We're making important changes. If you don't fail, you don't learn. These are the kids that are going to be running the world tomorrow. You need people to push the boundaries. We're the ground zero of climate change. These are criminals. I'm going to go after them. I'm going to give people to act. Everybody can make the world a better place. Merci Robin. Je vais maintenant passer la parole à Magali Payen, qui du coup, elle fait des contenus en ce moment même de façon très active sur les réseaux sociaux et avec des acteurs des réseaux sociaux qui parlent. Il y a un public très jeune et un public très jeune qui en général a tendance à s'engager. Donc on va mesurer, j'espère que tu vas nous parler un peu de l'engagement et puis des réponses que tu as, des retours que tu as en ce moment. Voilà, et puis peut-être de ce qui va se passer aussi après. Est-ce que tu veux qu'on commence par regarder le film ? Voilà, comme ça vous allez voir tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe. On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat. L'histoire a prouvé que toutes les mobilisations qui réunissaient 3,5% seulement de la population réussissaient à faire basculer un système. En France, ça fait 2,5 millions de personnes. À partir du 15 novembre, on se lance dans le grand défi. Un défi inédit Dans l'histoire de l'humanité. Jour après jour, nous avons décidé de relever ensemble ce grand défi. De l'incarner dans notre quotidien et de nous encourager les uns les autres. On va vous montrer comment on vit ce challenge à travers nos réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur la page Facebook On est prêt. On vous expliquera comment on peut vivre ce changement. Pendant 30 jours, on va vous proposer de vivre ensemble des solutions concrètes. Et on va vous expliquer pourquoi on les a choisis. Devenir zéro déchet. Rejoindre une asso. Aller dans une banque qui ne finance pas des projets fossiles. Diminuer la viande ou encore baisser le chauffage. Si on réussit à relever ce défi, on pourra raconter à nos gosses et aux gosses de nos gosses que grâce à nous, on a pu préserver la vie sur Terre. Et pourquoi je changerais moi, puisque tout le monde s'en fout du climat? Bon, déjà, t'es pas tout seul. On est des millions à changer. Et en vrai, chaque jour, on est de plus en plus nombreux et surtout, on est partout. Imaginez la chance qu'on a. On est la génération qui peut changer le monde. Tu deviens un acteur de ce changement, un héros de l'histoire. Alors, est-ce que t'es prêt? Parce que nous, on est prêts. Bon, alors on est prêt à t'écouter. Déjà. Donc comment ça se passe? Comment on est arrivé à ce projet ou à participer à ce projet déjà? Et comment ça se passe? Parce que
c'est en ce moment. Ok, alors déjà, petite question parce que je suis très curieuse. Qui ne connaissait pas l'initiative dans la salle? Ok, ça fait la moitié. Alors, comment j'en suis venue à monter ce projet? Alors, ça fait très très longtemps que j'ai des acteurs qui cherchent à inspirer avec les acteurs du changement sur le terrain, avec ce fil rouge, donc toujours, qui est de faire passer le spectateur de la vue à l'action. Et donc, dans un premier temps, d'inspirer au maximum. J'ai travaillé avec des précurseurs du journalisme de solution, avec Reporters d'espoir, puis Spark. Une histoire bien racontée peut changer le monde. Donc moi, je crois énormément, effectivement, au pouvoir des médias, la fiction, l'humour. Et aujourd'hui, avec toujours ce fil rouge, je vais passer très vite sur ces 13 années-là, mais en février dernier, en fait, j'ai essayé de créer cet écosystème auquel je songeais depuis longtemps, et donc de coordonner dans un premier temps les créateurs du web entre eux sur des problématiques de société et d'environnement. Qui a entendu parler de collapsologie? D'accord. Ok. C'est aussi au cœur de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Et c'est drôle parce que j'étais un direct télévisé avec François Hollande l'autre jour et on a beaucoup parlé de collapsologie. Beaucoup parlé. Vraiment, j'étais très surprise. Et en janvier dernier, avec une douzaine de créateurs parmi les plus engagés, on s'est posé la question de faire tous ensemble. Et à l'époque, c'était avec Professeur Feuillage, DataGirl, donc Henri Poulain, Tout le monde s'en fout, Swan Périssé, OGG, Patrick Baud-Axolot, les organisateurs du Frames Festival qui organisent ce festival de youtubeurs qui est le plus important en France. On a dû agir très très vite et c'est pour ça qu'on s'est réparti les tâches avec ceux qui ont organisé la mobilisation ONG et citoyenne, et surtout concentré sur la deuxième étape qui était d'aller chercher des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à ce sujet. Donc dans la pyramide des publics, tout en bas on a la climato-sceptique, donc ça on s'en fiche parce que c'est une perte de temps. De l'engagement qu'on essaie de transformer en échelle. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les plus engagés ne soient pas minoritaires. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment eu cet objectif de diversifier les messagers et d'aller chercher des messagers surprenants. Blocage dans le débat sur le climat et surtout dans l'action climatique, c'est qu'il y a très peu de gens qui se sentent légitimes pour en parler parce que, d'une part, personne ne maîtrise ce qui est en train de se passer et il n'y a pas un seul être humain qui peut vraiment expliquer tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue scientifique tellement c'est compliqué et c'est du jamais vu. Donc, partant de là, personne ne se sent légitime. En fait, toutes les personnalités qui ont le plus d'influence, à savoir les influenceurs, les sportifs, j'en passe, n'osent pas prendre la parole, n'osaient pas prendre la parole parce que eux-mêmes polluent. Donc, généralement, pour les influenceurs et les sportifs, c'est on prend l'avion, on boit dans des bouteilles en plastique. Donc, partant de là, si on commence à prendre la parole dans les médias, on va se faire... Il y a un vrai sujet à ce niveau-là, au niveau des médias. Sauf qu'en fait, la vérité, dès le moment où on existe et où on vit, on pollue parce qu'on recherche, on expire, quoi. Donc, ça a été un vrai de faire ce coming out collectif, de se donner du courage collectivement et, en second temps, donner un peu de courage aux politiques et aux industriels et leur montrer, en fait, et ça c'est vraiment l'objectif principal de cette campagne, c'est leur montrer que la population elle est prête à ce qu'il y ait des mesures fortes. Enfin voilà, ça prend et on se coordonne aussi beaucoup avec des initiatives à l'international. J'ai été approchée par l'Italie, le Canada, l'Angleterre. J'ai pas le temps de m'occuper de mobilisation étrangère, mais en tout cas, il y a une vraie envie. Il y a énormément de classes, de collèges, de lycées qui suivent l'initiative, qui nous font des retours. C'est que c'est très novateur, c'est très participatif. Il y a un côté très positif. Je suis dans un état de débilité par rapport à mon horloge. Donc on va passer à l'initiative. Ça fait 15 ans que je ne fais que des émissions sur l'état de la planète. En 2005, j'ai eu un électrochoc, une unité fixe.
c'était de faire un climaction, c'est-à-dire une grande soirée à l'image du SIDAction et du Téléthon, évidemment, aller dans les médias. Tout le monde m'a dit, je suis passée à autre chose. Et puis, 1 an, j'ai été voir Gaël qui, pour la première fois depuis des années, m'a dit oui, ça m'intéresse. Et là, je me suis dit, waouh! Quand Nelly est venue me voir, j'ai dit une bonne idée parce que je pense que, alors que tout le monde le constate, tout le monde le connaît, le grand public sait globalement qu'il y a un vrai problème. Et pour ma part, qui ne suis pas un homme de médias, je lui ai dit, écoute, c'est sympa, mais si c'est pour encore faire quelque chose d'anxiogène, ça m'intéresse compris, parce que c'est pas du tout le but. Le but, c'est de montrer, dans le cadre d'une grande soirée festive, informative, positive, qu'il y a des solutions qui sont possibles, qui ne sont pas nécessairement la révolution, hein. Mais l'objectif, c'est de faire comprendre qu'on peut avancer sur ce domaine-là, qu'on peut améliorer les choses. Et donc, quand j'en ai parlé à Stéphane, il m'a dit tout de suite banco, parce qu'effectivement, il est aussi concerné par cela, à titre personnel, et aussi parce que pour lui, le patrimoine naturel est aussi important que les vieilles pierres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qu'il était prêt à mettre son nom, à associer son nom à cette soirée, ces grandes soirées. Donc effectivement, on travaille là-dessus depuis 1 an, on en parle. Nous avons 2 projets en fait sur le sujet, si vous voulez. Donc cette grande soirée et qui n'aura pas pour objectif de demander encore de l'argent, apporter votre nom. Il y a la énième émission sur l'appel au peuple. On est plus sur des engagements d'action, et en ce sens, on est très près de la campagne YouTube. On est absolument pas positif. Quand j'ai vu votre campagne, je me dis, on est en plein dedans. Donc, effectivement, l'objectif pour nous, c'est à la fois, pendant cette grande soirée qui serait un rendez-vous que j'aimerais annuel, enfin qu'on aimerait bien annuel, sur ce sujet. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, après c'est l'effondrement. Au moins pendant 2 ans, croisez les doigts. Et donc, le but, c'est d'interpeller, d'expliquer, et puis faire de sorte d'interagir. Et c'est pour la raison pour laquelle, dans cette soirée, cette question simple, efficace, pas compliqué à mettre en place, et donc faire cette promotion-là, et donc engager ces premières actions, les comptabiliser, donc comptabiliser au cours de la soirée le CO2, et faire de sorte qu'à l'issue de l'émission, bien voilà, on puisse dire, écoutez, vos engagements permettent de pouvoir gagner ce que ça peut, l'intérêt de l'opération. Effectivement, on a aussi cette autre geste d'émission avec nos amis de chez Morgan Prod, puisque c'est avec eux qu'on travaille sur le sujet, et effectivement d'une émission de coaching avec des familles qui s'engagent pour modifier leurs habitudes, et donc ils seraient aidés en cela par les Si on veut que les idées infusent dans la société, il faut passer par la télé, parce que la télé, même si on fait un petit score, ça sera quand même 2 millions. Il n'y a pas de raison. Et déjà 2 millions, plus 300 000, plus 35 000. Ce qui m'amène du coup à Yacine à la marche pour le climat. Donc je vais te demander d'être très rapide aussi. Voilà, et qui nous parle justement de cet objectif de 3,5 qui a été évoqué dans la vidéo du youtubeur. Absolument. Alors, très rapidement, je m'appelle Yacine El-Kassi, je suis le créateur d'Elix, qui est ce personnage que vous voyez, qui est également ambassadeur virtuel des Nations Unies, le premier et le seul à ce jour. Donc c'est un dessin, c'est un média, en fait, c'est un trait d'union que je pratique entre les institutions, la société civile, un petit peu les différents acteurs. Je suis autour de cette table, j'ai à peu près fait des choses avec tout le monde, et dans la salle aussi. Et c'est ça que je fais. Et du coup, effectivement, la démission de Hulot,
GIEC, l'été extrêmement chaud, et aussi le discours d'Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, qui connaissait le rapport du GIEC et qui a dit voilà, maintenant on a une feuille de route de 2 ans pour changer de cap, sinon ça va être très compliqué. 2020, hein, c'est demain, vous pouvez tous calculer l'âge que vous aurez dans 2 ans, l'âge qu'auront vos enfants si vous avez des enfants. Ça modifie un petit peu, ça devrait modifier le planning de chacun, ce qui est le cas pour la plupart des gens qui sont ici. Et en même temps, en septembre, il y a effectivement cette étude qui est ressortie sur les fameux 3,5%, qu'un mouvement non violent, à partir de 3,5% de la population motivée, active, était en mesure de faire basculer le plateau de jeu. Je n'aime pas parler de système, parce qu'il y a un peu tout à dire, mais le système climatique, mais quand on parle, le plateau de jeu, en fait, auquel on joue tous en utilisant une certaine monnaie, en participant d'une économie qui ne prend pas en compte, par exemple, les externalités négatives, de croissance qui deviennent quasiment extraterrestres par rapport à ce qu'on vit, et on est tous imbriqués dans ce jeu, en fait, qu'on le veuille ou non. Et comment est-ce qu'on change les règles du jeu tout en continuant à être obligé à le jouer, parce que voilà, on est tous ensemble. Et la première marche climat, donc Magali en a parlé, a engrangé une deuxième, puis un mouvement qui a commencé à se structurer avec cette idée c'est facile, hein, on dit bon, maintenant il se passe quoi? Donc il y a des gens qui ont marché, on a montré une mobilisation, et puis tout le monde se demande bon, maintenant on fait quoi? Le on fait quoi, il nous projette à 2 ans. C'est de se dire que c'est pas une manifestation, un enchaînement de manifestations, c'est la 3e marche pour le climat pendant la COP24, avec finalement cette double résonance, puisque l'actualité ne fait que pousser finalement ce mouvement qui est naturel. Moi j'ai tendance à dire, quand on cherche à savoir, il y a différents mouvements, on est prêt, il est encore temps, etc. Je dis non, il n'y a qu'un seul mouvement, et le leader de ce mouvement, c'est le changement climatique. Ne cherchons pas à diviser, à opposer les gens. Et puis un autre mouvement qui est apparu de manière quasi spontanée et très très proche du mouvement climatique, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et il y a eu cette inquiétude de dire attention, ne nous faisons pas polariser dans cette opposition entre des bobos écolos qui mangent bio, ça rime toujours en haut, et les populos qui regardent Patrick Sébastien et qui regardent leur porte-monnaie. Parce qu'en vérité, la convergence est absolument totale. L'injustice sociale est aussi ce qui produit l'injustice climatique. Quand on a 8 personnes sur la planète qui possèdent la moitié de la richesse mondiale, on se dit effectivement qu'il y a une manière un petit peu différente d'organiser l'économie et ce fameux plateau de jeu. Là, on est à la fin, vous savez, vous avez tous joué au Monopoly. À la fin du Monopoly, il y a une personne qui a tous les hôtels. Et puis tous les autres, ils font des tours et ils se font rincer à chaque tour de Monopoly. Et si vous jouez au Monopoly avec Mère Teresa, ça reste le Monopoly. Donc la question, c'est pas Mère Teresa, la question, c'est le Monopoly. Et aujourd'hui, on en est là. On est dans cet épisode avec, du coup, cette vision à temps long qui fait que les stratégies sont diverses et doivent toucher tout le monde. Donc je parlais des gilets jaunes. Par rapport aux médias, par exemple, on brûle une poubelle, il y a 14 caméras autour. On a 150 000 personnes qui défilent tranquillement le même jour en même temps. On en parle à peine juste pour dire « Ah oui, quand même, ils étaient plus nombreux que les gilets jaunes ». Donc ça, c'est sur la question médiatique, mais aussi sur la question de la convergence. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, en vérité. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui engagées sont de fait engagées pour le climat. Il n'y a pas de différence entre les luttes sociales et les revendications, par exemple, de prendre en compte les externalités négatives dans l'économie, d'en finir avec ces questions de déficit. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc le monde était par terre, on a créé en fait de l'argent pour reconstruire, on a créé des plans Marshall, on a signé une déclaration universelle des droits de l'homme dont on va fêter le 70e anniversaire 2 jours après la marche, parce que justement le monde était par terre. Aujourd'hui, on est dans une situation quasiment inversée, c'est-à-dire qu'on regarde depuis le passé une situation de chaos. C'est comme si on était avant l'équivalent d'une guerre mondiale, mais fois 1000. Et on est dans l'incapacité totale de prendre les mesures d'urgence sur les 2 ans, les mesures financières, les mesures de changement de plateau qui font que on arrive à éviter la catastrophe. Et je vais très rapide là-dessus, je vais couper, désolé, j'ai intarissable là-dessus. Donc la seule façon en fait de donner des outils
aussi aux négociateurs, dans cet équilibre avec les points de blocage, parce qu'il y a des gens qui bloquent très clairement, ils sont beaucoup moins nombreux, mais extrêmement puissants, c'est de créer le nombre. C'est les initiatives comme On est prêt, c'est la télévision, c'est le grand public, pour en fait juste faire comprendre que vous êtes déjà en vérité des militants pour le climat, mais vous ne le savez pas. Et on a moins de 2 ans pour qu'ils le sachent, et pour éviter la catastrophe dont on a évité de parler, parce qu'il est très tôt ce matin. Voilà, merci. Ouais, mais vous êtes là, donc c'est génial. Et enfin, Patrick Saint-Germain, j'ai mis à la fin parce que je sais qu'il est très bavard et qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc, ah d'accord, ok. Alors, juste avant de commencer un petit mot, parce que moi je suis un homme de com, effectivement, j'ai les grandes agences de communication à la base que j'ai quittées, je suis spécialisé dans la com citoyenne, mais surtout j'ai passé ces dernières années très immergé dans l'antiracisme, puisque j'étais vice-président de la VITRA, je m'occupais de ces questions-là, et ça m'a permis de voir d'assez près, d'étudier d'assez près les écosystèmes extrémistes, comment ils fonctionnaient, c'était quoi une caisse de résonance, pourquoi ils faisaient de l'influence à ce point dans la société. Et que je suis convaincu qu'il y a une compétition des sujets dans l'espace public, et quand on parle de ce qui nous divise, on parle moins de ce qui devrait nous rassembler. Donc il y a une question qui est comment est-ce qu'on va faire pour que l'écologie mobilise plus. Donc ce point de vue-là, on est aligné totalement ici. Tout le monde ressent cette nécessité de faire entrer dans l'écologie des gens qui n'y sont pas aujourd'hui. Et qu'il y a une réalité de l'écosystème écolo aujourd'hui, c'est que c'est un écosystème qui est dispersé. Là, c'est un écosystème qui est dispersé avec beaucoup de marques, qui ne communiquent pas toujours beaucoup d'ailleurs, et qui n'ont pas l'habitude de travailler réellement ensemble. C'est pas moi ça. D'accord. Ah d'accord, ok. Et donc le but du jeu, c'est d'attirer les non-informés et les non-politisés. La clé d'entrée politique, la porte d'entrée politique ne peut pas faire venir un public large. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on est très aligné. L'idée, c'est d'augmenter les interactions, de donner des occasions d'augmenter les interactions entre les associations. C'est ce qui se passe globalement dans l'écosystème extrémiste, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très solidaires entre eux, qui se partagent, qui se relaient énormément et qui provoquent des conversations sur les réseaux sociaux. Donc, c'est d'essayer de reproduire ça. Maintenant, pour pouvoir le faire sans qu'il y ait de sentiment de perte de pouvoir, parce que ça arrive souvent, on a souvent l'impression que quand on like la page du copain, on perd du pouvoir, alors c'est juste l'inverse en fait. C'est plus on se like les uns les autres, et plus on gagne de l'influence et de la visibilité. Donc il faut résister à cette envie de verticalité qui est fausse en fait. Et donc ce qu'on a trouvé comme possibilité, c'est de faire en fait l'inverse de ce qu'on dit dans la com en fait. Dans la com, on dit on va faire une marque ombrelle pour parler d'une seule voix. Nous, on va faire exactement l'inverse. On va faire une marque qui appartient à tout le monde, qui n'a pas de centre, pour ne pas parler d'une seule voix au contraire, mais pour permettre que des prises de parole diversifiées, puissent se répandre. Donc, il y a la COP24 qui va se tenir en Pologne, à Katowice, et le but du jeu, c'est d'éviter que ce soit un événement, en fait, déjà. Et donc, l'idée, c'est de créer la COP24 non-official, c'est-à-dire une COP citoyenne qui va se tenir en parallèle de la COP24. On va la tenir sur les réseaux sociaux de façon à pouvoir parler de ce sujet et d'éviter justement que ce soit un événement. Donc en fait, donc le claim de la campagne, c'est We Are Last and Make Sense, mais tout le monde peut donc être membre officiel de la COP24 non officielle. On a juste une réflexion. Membre officiel de la COP24. Absolument, Nelly est carrément membre officiel, et même plus que ça. Oui, elle est carrément COP24. Et en fait, tout le monde peut être membre officiel de la COP24, juste Donald Trump qu'on a exclu parce qu'il veut sortir des accords de Paris, il ne faut pas exagérer quand même. En deux questions qui mettent les pieds sur le JT. Donc on a un dispositif qui est très simple parce qu'en fait, on est uniquement sur Twitter avec un compte Twitter et un hashtag, enfin on aura 2 hashtags, on a COP24 official et on a We Are Last and Make Chance. Tout Facebook, Instagram, les autres comptes sont pour les associations. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire de ce hashtag, de populariser ce hashtag pour que chacun puisse y rentrer, créer une conversation, une méga conversation dans laquelle chacun puisse y rentrer pour valoriser ses contenus et ses points de vue. Et que sur Facebook, c'est le terrain des associations qui, elles, vont communiquer. Et en fait, pour le public, ce qu'il va d'abord voir, c'est cette association, quand elle poste la campagne, en fait, elle est à la COP24. Donc c'est dans cette idée-là que toutes les associations qui vont poster en même temps auront toutes les
avec la COP24. Donc on va interpeller les citoyens. Alors il y a un truc qui est assez rigolo avec cette COP24. Excuse-nous, on n'a pas entendu le compte Twitter. Ah, le compte Twitter, pardon, le hashtag c'est avec COP24 non-official. On va le lancer un peu avant la COP parce qu'on voudrait coller au maximum avec la COP. Et le deuxième hashtag c'est We Are Last Climate Change. Donc on aura deux hashtags, mais le principal va être sur le COP24 non-official. C'est européen? Oui, alors on envoie ça effectivement, on a des partenaires en Hollande, en Angleterre qui vont reprendre la campagne, donc on enverra également la campagne en anglais, absolument. Mais il sera actif que vendredi. Oui, absolument, on va démarrer dans le week-end, parce que la COP démarre dimanche, donc on va démarrer probablement samedi sur les réseaux sociaux. Donc il y a un premier truc qui est assez rigolo avec cette COP, c'est que c'est un Katowice et que les gens disent ah ouais, c'est où Katowice? Ben, c'est en Pologne. Ah ouais, mais c'est quoi? Ben, c'est la capitale européenne du charbon en fait. Donc c'est super rigolo parce que en fait, dès qu'on dit que la COP24 a lieu à la capitale, et ça, alors ça c'est assez rigolo parce qu'en fait, la photo de droite, elle est vraiment la photo du site. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site de la COP24 officielle et vous voyez cette photo qui pique les yeux, on dirait un truc de programme immobilier. En fait, elle est tellement couchée que c'est hallucinant. Mais quand vous tapez Katowice Smog, vous tombez sur la photo de gauche en fait. Et en fait, c'est une ville, c'est la capitale, c'est un bassin minier en fait, c'est une ville minière, Katowice. Et quand vous allez sur le site de la COP à cet endroit-là, alors on pourrait dire que les gens disent oui, mais c'est parce qu'ils vont faire un truc avec la Pologne. Ben oui, sans doute, mais en fait, c'est marqué nulle part. En fait, ce qui nous explique, c'est que Katowice, c'est une ville super qui est en train de se réformer complètement, mais il n'est jamais abordé la question de la politique énergétique. Donc là, on a un certain nombre de postes où on peut traiter ça par l'humour, parce qu'on interpelle la COP, c'est pas une campagne sur le climat, parce que c'est pas facile de faire du l'humour sur le climat. Là, c'est une campagne sur la COP, donc ça nous permet d'ouvrir la conversation simplement, à dessiner à ça, de rentrer des contenus, de parler du charbon, de parler du choix de la COP, de parler de la Pologne, des politiques énergétiques et pourquoi c'est compliqué à bouger. Et ensuite, on a un deuxième volet, c'est une fois qu'on a interpellé, ben, il faut quand même faire comprendre conscience aux gens, c'est déjà la COP24, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu passer la COP22 et la COP23, qui ne sont même pas capables de dire où ça se passait, en fait, forcément c'est pas vite, on se souvient de la COP21, mais c'est la 24 déjà. Donc en fait, il y a une situation d'immobilisme à un moment d'urgence qui est quand même... Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut interpeller les gens pour leur faire, c'est le lobbying citoyen, c'est ce qu'on veut faire, pour leur faire prendre conscience que, ben, en fait, ils ont une responsabilité là-dedans. C'est le moment d'exercer sa responsabilité, de ne pas déléguer aveuglément aux dirigeants et de faire ce travail, de s'informer, d'être là et puis de faire pression également parce que c'est pas facile de bouger, donc on ne va pas rentrer dans une opposition frontale avec les États, c'est pas facile sinon ils le feraient. Mais en tout cas, ça ne sera pas sans pression parce que c'est un confort et qu'il faut absolument permettre à chacun de pouvoir faire pression en proposant des actions, on le verra un peu plus tard. Donc après, on va suivre le programme de la COP. Le programme de la COP est divisé en thèmes, c'est hyper compliqué à comprendre en fait. Donc on a fait simple, on a pris un thème par jour. Là, c'est la biodiversité, par exemple, mais on a les réfugiés, et ça, donc on a un certain nombre de sujets importants autour desquels on va traiter, et qu'on ne va pas traiter. Alors, vous voyez que les posts, parce qu'ils sont destinés à introduire des contenus, mais on va avoir un JT tous les jours en live, dans ce Nelly d'ailleurs, et on sera JT, donc on va le tenir en live sur Twitter, sur Facebook, ça sera relayé par les associations qui posteront depuis leur page, donc qui auront l'air d'être de poster ça depuis eux-mêmes. Le JT sera organisé autour de 4 grosses rubriques, même s'il y en a un peu plus, parce qu'il y aura des sujets. Il y aura des sujets. C'est fini là. C'est au JT alors. D'accord, ok. Non, pas parce qu'il y aura. Oui, parce qu'il y avait des postes de recrutement avant pour convaincre les gens de devenir membres officiels. Et donc dans le JT, il y a 4 grandes rubriques, même s'il y en aura plus. Il y a la question officielle de la COP24 non officielle, c'est-à-dire la question que l'on va poser à la COP24 en espérant une réponse avant la fin de la COP. Par exemple, pourquoi Katowice? Pourquoi Katowice? Qu'est-ce que vous avez prévu avec le gouvernement polonais pour modifier sa politique énergétique? Et on va attendre une réponse. On a également le décryptage, parce que c'est des langages pas simples du tout. En fait, c'est pas simple de comprendre les enjeux. Donc, il y a tous les jours des experts, des scientifiques qui vont venir pour expliquer dans un langage accessible les enjeux de la COP. Parce que franchement, aller lire le programme de la COP 24 officielle, celle-là, c'est vraiment compliqué. Franchement, c'est compliqué. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être les actions, parce qu'il y a des actions à soutenir. Et là, l'idée, c'est de faire prendre conscience aux associations qu'en s'interconnectant et en travaillant en solidarité, ben, chacun doit augmenter ses performances sur ces seules actions. C'est que si on soutient tous ces actions des copains, on va faire l'apprentissage, le temps de cette COP, de ce que ça peut donner de s'unir. On va aussi parler des initiatives citoyennes qui sont nombreuses. On est hyper d'accord avec Jane Goodall, il faut montrer des choses positives. Il y a plein de gens qui se bougent et qui font des choses formidables. Donc le but du jeu, c'est d'être inspiré
différents et les montrer aussi et les mettre en valeur. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fini à peu près. Voilà, merci. Je voudrais juste, Patrick, que tu commentes cette slide-là aussi, les 3 grandes actions que vous voulez soutenir. Ah oui, pardon, excusez, j'ai oublié un truc. Effectivement, comme à la fin, ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, on fait du lobbying citoyen, mais le lobbying citoyen, c'est d'inciter les gens à agir, évidemment. Donc, il y a 3 types d'actions. À la fin de cela, nous, on va s'arrêter après la COP, et ce sera des actions qui seront à reprendre par les associations, les comités citoyens qui vont venir, qui sont des combats plus longs. Il y a 3 types d'actions, parce qu'en fait, on ne veut pas le dire au début pour pas créer de la désespérance, c'est comme si on disait au début d'un film, bon, à la fin, le mec meurt, on ne peut pas regarder tout le film. Donc en fait, on sait qu'à la fin, il ne va pas se passer grand-chose, puisque mécaniquement, les accords de la COP24, les engagements de la COP24 vont être reportés sur la COP25. Et ils sont en train de parler des accords de la COP21, donc on n'est pas complètement rendu. Mais à la fin, en tout cas, ce qu'on va expliquer, c'est qu'à partir du moment où on est dans un immobilisme, ben, c'est nous de bouger. Donc il y a 3 types d'actions qu'on va relayer. Les actions qui sont menées par les enfants, les actions de justice sont menées par les enfants contre les États, il y en a un certain nombre. Et que si nos enfants se bougent, ben, le moins qu'on puisse faire, c'est d'aller les aider un peu. Le deuxième type d'action, c'est il y a un tas d'actions citoyennes qui se passent sur le terrain avec les élus et pas toujours dans une logique de confrontation. Donc il n'y a pas forcément avec les élus, on l'a vu avec le maire de Grande-Synthe qui attaque le gouvernement et qui est d'ailleurs défendu par l'une de nos marraines qui est Corinne Lepage. Je parle aussi des marraines et des j'ai dit aussi ça. Et enfin, une action de justice qu'on voudrait initier pour rendre les accords contraignants, enfin les engagements contraignants, parce qu'aujourd'hui on est dans un... C'est-à-dire que les États prennent des engagements, mais ils sont obligés de les tenir. Donc ils ne tiennent pas, en fait, en gros. Et donc ça, c'est un problème juridique qu'il va falloir initier, il va falloir rentrer dans des actions de justice et essayer d'obtenir que ces accords engagent, en fait, parce que nous, quand on prend les engagements, on déboute pour les tenir, enfin, on nous le rappelle sinon. Donc il faut que ce soit pareil pour les États. Voilà, un dernier mot pour vous dire que ce qui est chouette, c'est qu'on a rencontré une vraie adhésion. On a 180 associations et comités citoyens qui nous ont rejoints, ce qui est chouette, et beaucoup ont compris cette nécessité-là. On a 15 marraines et parrains, dont Corinne Lepage, Dominique Cour, Jean Jouzel, enfin, vraiment des grandes figures de l'écologie. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord sur tout, mais c'était l'objectif de notre action, mais le temps de cette action sont d'accord pour se rassembler. Et ça nous laisse penser que, ben voilà, si, alors on ne sait pas si ça a marché, hein, parce qu'en fait, on n'en sait rien du tout pour l'instant. C'est juste qu'il faut essayer autre chose, en tout cas, que la façon verticale de penser, de chacun se battre de son côté, même s'il y a des initiatives, hein, parce que j'ai oublié de le dire aussi, mais effectivement, que tout ce qui a été amorcé avec la marche, ce qu'on voit avec On est prêt, montre qu'il y a une dynamique, donc il faut l'encourager. Le but du jeu, c'est quand même, en parlant de cette COP, que le climat soit un sujet dans l'espace public pour favoriser la mobilisation autour de la marche, parce que ces rendez-vous qui s'institutionnalisent sont super importants, il faut les encourager, c'est une façon de rester présent, et que c'est un des objectifs majeurs même de notre campagne, c'est comment est-ce qu'on fait au milieu de cette COP le 8, un événement, comment on fait de cette COP un événement pour que le 8 il y ait du monde. Enfin, c'est important qu'on essaie de faire plus de monde à chaque fois. La crainte, c'est de faire moins de monde à chaque fois, il faut peut-être passer de l'autre côté, se dire comment est-ce qu'on ferait plus de monde. Voilà. Merci Patrick. Voilà. La marche du 8 septembre, donc c'est 150 000 personnes en France, qui était une première pour les marches climat en 2014, c'était pas plus de 10 000 personnes. La seconde marche de Travocon n'a pas fait moins. Et il a fait plus de villes, puisque c'est 90 villes en France. La troisième marche, il y a 140 villes qui sont mobilisées, 16 pays, puisque ça passe à l'international. Et effectivement, on est en mesure de prévoir. C'est pas la dernière. En mars, il y a des choses qui vont se passer avec les étudiants. Il y a un plan vraiment dans la durée. Donc sur 2 ans. Sur 2 ans, minimum. Voilà. C'est un plan sur 2 ans, donc ça serait... Voilà. On va pas maintenant répondre, donc on va gérer les conséquences de tout ça. Alors merci à tous pour cette présentation. C'était un peu long, donc maintenant on a un petit peu de place pour le débat, mais ça va aller très vite parce que malheureusement on doit libérer la salle dans 1 minute, un quart d'heure. J'espère que vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions déjà? Non, alors moi ici. Et on a une question. Donc déjà, merci pour vos interventions, elles sont passionnantes et c'est génial de voir autant de gens mobilisés, donc vraiment merci beaucoup. Outre une question, je pense que tout le monde se pense, qui est qu'est-ce que nous on peut faire à notre échelle pour vous soutenir et faire plus. J'ai une autre question, je voyais qu'il y avait un maire dans le nord de la France qui avait porté plainte contre l'État. Le maire de Grande-Synthe. Tout à fait, et qu'il y a aussi en Hollande des citoyens qui se sont réunis pour faire une class action
et contraindre leur gouvernement à bouger, qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi qu'est-ce que vous pensez d'une action collective aussi pour aussi impliquer d'autant plus les politiques? Alors, si vous permettez, je vais vous laisser répondre. D'abord, on est tous ici sur on est tous ici justement à titre de professionnels des médias, donc déjà on peut se mobiliser en tant que professionnel des médias et réfléchir vraiment collectivement, individuellement à ce qu'on peut faire avec nos outils à nous, et nous on est là aussi pour ça. C'est-à-dire, cet événement il est là pour justement répercuter vous voyez qu'à tous les niveaux, dans les gros groupes bien établis, dans les boîtes de prod, on réfléchit. Voilà, Yacine a créé un dispositif média énorme autour des marches. Patrick a créé un dispositif énorme pour faire exister la COP24. Je pense qu'il n'y aurait pas ça, je pense qu'on ne saurait même pas qu'il y a la COP24 en fait. Donc il y a ça déjà à notre niveau média, et puis après au niveau citoyen, c'est un engagement personnel qui est de venir aux marches, de faire des choses au quotidien, d'en parler autour de soi et tout. Voilà, donc je vous laisse après en parler. Moi, j'ai juste envie de faire un peu de teasing. En fait, si vous nous suivez jusqu'au bout, donc jusqu'au 15 décembre, on va avoir une jolie surprise qui peut être une belle solution. Donc, je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais suivez-nous sur On est prêt. Et le 14 il y aura un truc sympa qui pourrait disparaître. Moi, j'ai un petit teasing aussi, c'est pas du tout moi qui en suis à l'origine, mais ce soir même, il y a Spark News, qu'on évoquait tout à l'heure, donc un acteur de l'information positive, rassemble des journalistes pour les aider à mieux comprendre les sujets du changement climatique. Et donc moi, mon objectif, ça serait que dans les journaux télévisés, aux heures de grande écoute, on parle beaucoup plus de ces initiatives populaires, et notamment de celle-là, en fait, donc donner cette caisse de résonance. Donc voilà, moi de mon côté, la question de l'empowerment des journalistes, et de tous les journalistes, et pas les journalistes environnement, est le sujet. Maintenant. On a une question là-bas. C'est une question et une réponse un petit peu. Donc moi je m'appelle Mathieu de Laos, j'ai créé Sequoia. Sequoia est une suite un petit peu logique d'EcoProd qui a été créée, c'est-à-dire comment on va accompagner les productions à mettre en place des tournages engagés, éco-responsables, avec des réponses spécifiques qui correspondent, qui sont sur mesure par rapport au tournage. Et on se rend compte depuis, on a lancé ça il n'y a pas très longtemps, ça date du mois de mars, qu'en fait on a un petit souci, c'est comment aller sensibiliser les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, quand on rencontre les productions, c'est pas leur souci principal. Ils sont déjà dans l'urgence, ils doivent déjà faire le tournage et ça date déjà d'hier, et donc ils n'ont pas le temps de prendre ça en considération. Et en fait, si ça venait d'au-dessus, plein de gens qui sont là ici et peut-être un peu disciplinaires, et si ça venait du dessus, si c'était une démarche qui venait des donneurs d'ordre, tout d'un coup la société de production, si elle doit prendre ça à sa charge dans son cahier des charges, c'est plus une contrainte, ça vient en amont, et on peut mettre en place des solutions et faire baisser le bilan écologique d'un tournage, et aussi utiliser la caisse de résonance médiatique que sont les tournages, que sont les acteurs, que sont Alors, pour bien connaître le problème des productions carbonées, c'est très compliqué de mettre des coprods en pratique. Mais ce que devraient faire toutes les émissions, c'est déjà de la compensation carbone. C'est-à-dire planter des arbres et planter des arbres. Déjà, ça serait pas mal. Tout à fait. Après, j'ai monté ça suite à 15 ans de régie, donc une régie sur les tournages. Et l'idée, en effet, plus que des émissions, je parle là de tournage effectif, de tournage en région. Donc c'est comment on change les procédés, comment on s'appuie sur des économies sociales et solidaires, sur des économies circulaires, sur des initiatives locales, et comment on sensibilise aussi les politiques localement pour les amener à accompagner ces démarches, parce qu'elles ont du sens, et elles ont un impact médiatique aussi. Je peux confirmer en tout cas en tant que producteur que c'est vrai que c'est un vrai problème auquel on est confronté, et que dans la réalité, on a rarement le temps vraiment de se préoccuper de ces questions-là, et que en revanche, si on est accompagné, si on est incité à le faire, et qu'on est accompagné dans le fait de faire ça, on pourra le faire. J'ai une autre question là-bas, je suis désolé. Bonjour à tous, moi je m'appelle Eva Megochi, donc je voudrais remercier tout le panel, ça m'a beaucoup parlé tout ce que vous avez raconté. Alors moi je suis scénariste, je suis aussi secrétaire générale de la Ligue française des scénaristes. Je voulais dire un tout petit mot donc, moi, de tout ce que ça m'évoque, mais aussi parler un petit peu de fiction. On a parlé beaucoup de journalisme, d'initiatives directement liées aux médias, plutôt le journalisme documentaire, climaction, etc.
Nous, à la Guide, notre vocation, c'est de promouvoir le métier de scénariste, de défendre, de rassembler, de protéger, mais surtout afin de permettre aux scénaristes aussi d'écrire des récits inspirants et créatifs dans les meilleures conditions possibles. Et dans les meilleures conditions possibles, ça veut aussi dire, tout ce que vous avez évoqué avant, ça veut dire créer un écosystème, ça veut dire trouver une façon vertueuse en fait aussi de permettre aux scénaristes à un moment d'arriver avec des récits, alors pas forcément subversifs dans le sens du terme, voilà, mais aussi de se poser la question de justement comment on peut arriver vers les médias avec des choses qui vont parler de tout ça. Alors ça ne veut pas dire faire demain de la fiction juste moralo, bien pensante sur alors il faut que vous triez vos déchets, etc. Non, c'est arrivé avec des récits qui vont aider les gens à réfléchir, qui vont peut-être leur permettre aussi d'imaginer le monde de demain. Ça peut être, je ne sais pas, un récit collapsonniste comme un récit plutôt positif, etc. Donc je ne sais pas si vous avez lu le livre de Sapiens, enfin Sapiens aussi, qui a beaucoup fait parler, ou même Cyril Dion le dit très bien dans les médias. Il faut aussi changer les récits collectifs et j'ai envie de dire quoi de mieux que la fiction pour changer ces récits collectifs et apporter un nouveau regard sur le monde. Donc nous, on a beaucoup de scénaristes qui ont envie de porter ces récits-là. Le problème, c'est que quand on va voir un producteur, c'est un peu comme je dis, porter le projet Climaction. Le problème, c'est qu'on nous dit ah oui, mais en fait, ça serait mieux si tu faisais un meurtra ou si tu faisais une série policière ou voilà. Et à un moment, nous, il nous faut des producteurs un peu courageux qui veulent aussi prendre le risque de porter ce récit-là. Et je pense que pour les producteurs, il leur faut des diffuseurs un peu courageux qui font aussi de la place sur la grille. Eh bien, écoute, on a un producteur courageux. Il est courageux. Voilà. Donc, c'est vraiment même au-delà de la fiction, il faut vraiment bosser sur la science-fiction. C'est-à-dire notre monde de demain croissant. Pendant le macartisme aux États-Unis, c'était très très compliqué de parler d'un certain nombre de sujets. On était tout de suite, c'était la chasse aux sorcières. Donc les scénaristes, c'est une des époques de l'histoire du cinéma américain où ils étaient les plus créatifs, où ils arrivaient à faire passer les messages et à faire passer les budgets. Et là aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire on vous dit non, ça va intéresser personne, bah, faites-le quand même, mais soyez créatifs dans les métaphores. À titre personnel, moi ce que j'adorerais, c'est qu'à un moment, quand tous les gens qui vont ici, donc j'imagine aussi qu'il y a des producteurs ou qu'il y a des diffuseurs ou des distributeurs, c'est aussi à notre niveau qu'est-ce qu'on peut faire. C'est comme moi, c'est ce que je fais en ce moment au conseil, je ne les lâche pas. C'est aussi un moment de prendre position, de faire notre devoir de citoyen, de convaincre les gens autour de nous que c'est important de remplir ce rôle social-là et de se mettre peut-être tous autour d'une table et il y a un moment de créer un écosystème, un stade vertueux. Alors, je ne sais pas par quel biais, je n'ai pas encore poussé le truc assez loin, mais est-ce que ce ne serait pas, je ne sais pas, un accord interpro, une charte, enfin quelque chose où on s'engage tous à un moment à accorder du budget, des grilles, des volumes de production, etc., mais que ce soit pour permettre à Climaction d'exister en prime time et tous ces récits, en fait, c'est-à-dire à un moment créer un cercle vertueux. Alors, je deux mains, moi j'en ai trois même. Alors, il y en a un micro, il y a les... Juste un peu, parce que je voudrais juste dire de ce que j'ai entendu juste avant, il y a un truc que je trouve vraiment important, c'est de penser que c'est des objets de communication et de conversation et contenu également. Ce que vous avez dit, c'est comment, à partir d'un contenu, on arrive à faire. Moi, je suis aussi réalisateur au travers de nouvelles écritures, mais je crois qu'à un moment où la télé se demande comment gérer ces nouvelles habitudes de consommation entre la télé et le web, je constate que c'est quand même vertical. Ça descend, il y en a des conflits qui descendent, mais les logiques conversationnelles, je les vois peu. Et que j'ai l'impression qu'autour de fiction ou de doc, si on arrivait à plugger ces logiques-là, on permettrait, et peut-être pas sur le même temps en fait, la télé est tellement habituée à un temps court que c'est peut-être pas les mêmes temps exactement. Enfin, en tout cas, on est à un moment qu'on n'a jamais vécu et il faut peut-être se poser des questions un peu. Julien, le prochain truc, on peut peut-être le faire sur le cinéma. Ben, on verra. Attends, finissons celui-ci déjà. Bonjour, je m'appelle Stéphane Kersulek. J'ai plusieurs casquettes. Il y en a une qui est chef de projet et consultant dans les directions techniques des chaînes de télé. Et c'est pas vraiment ce qui m'amène aujourd'hui. Je suis aussi animateur d'un format de sensibilisation au dérèglement climatique qui s'appelle la fresque du climat. Et c'est un atelier ludo-créatif, éducatif qui permet aux participants de s'approprier les concepts du dérèglement climatique. Et je me ferai un très 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 grand plaisir d'animer bénévolement au sein de toutes les entités qui le souhaitent. Et j'aimerais beaucoup le faire à destination de tous les journalistes en particulier. Donc je rebondis sur ce que vous disiez, sur le problème, c'est que les journalistes environnement connaissent
déjà plutôt bien le sujet. Mais le problème, effectivement, c'est un peu cette schizophrénie à l'intérieur des rédactions, avec des journalistes économiques qui vont dire en parallèle, enfin, qui vont se féliciter de chiffres qui vont complètement dans le sens de la croissance, du consumérisme, etc. En tout cas, c'est un atelier qui me paraît très intéressant, donc je suis tout à fait disposé à en discuter pour tous les gens qui seraient intéressés, que ce soit pour les gens de panel ou tous les gens qui sont dans la salle. Ce sera un plaisir de pouvoir promouvoir cet outil-là. Moi, je l'ai fait pour les youtubeurs et ça marche vachement bien. Il faut le faire. Ça marche. Et typiquement, je pensais, enfin, pour l'instant, ce n'est qu'une idée, mais j'aimerais beaucoup en discuter avec vous sur peut-être la possibilité de raccorder cet atelier avec quelque chose d'un peu plus grand, typiquement sur les démarches avec Yves Canton, On est prêt, etc., pour essayer de faire peut-être un momentum autour de la fresque et de se dire, est-ce qu'on pourrait avoir un momentum dans le grand public de la fresque. On est aujourd'hui à peu près 400 animateurs formés pour dispenser cet atelier-là. Ça pourrait être intéressant de se dire, et si à un moment, on essayait, tous les animateurs, de se dire, ok, dans toutes les villes de France, autour d'une marche, etc., on se dit, on dispense la fresque et on fait quelque chose autour de ça. Je pense que ça pourrait être une super idée. Ouais, je pense qu'il y a des conversations qui vont se poursuivre après. J'avais encore deux demandes, ici et là, et après je pense qu'on va être obligé de plier malheureusement. Bonjour tout le monde, moi je suis Hélène Saint-Gilles, je suis rédactrice en chef d'un média en ligne pour les jeunes qui s'appelle Les Haut-Parleurs. Je suis très optimiste de nature, très enthousiaste et je suis convaincue qu'il faut faire de l'information constructive. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, et ce que disait Madame de TF1 tout à l'heure, j'ai quand même un gros souci, c'est qu'on parle de climat, on parle peut-être de réduire notre consommation, de consommer moins, mieux, etc. Est-ce qu'une des premières démarches à faire, c'est pas juste d'arrêter la pub? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on vient tous? Donc en fait, il y a une espèce de logique qui se marche sur les pieds, de dire on veut faire de l'audience avec le climat, on veut mobiliser, etc. Mais on pousse les gens en fait à s'interroger sur ce qu'ils consomment, à moins consommer, à acheter d'occasion, à se dire qu'en fait on va offrir une place de ciné ou une place de théâtre à Noël plutôt qu'un objet très cher et payé avec beaucoup de pubs et fabriqué avec beaucoup du monde. Et en fait, on incite les gens à s'interroger là-dessus, mais on cherche tous de l'audience, de l'audimat et des grosses boîtes qui financent tous ces objets pour financer nos émissions. Donc il y a, je sais pas, il y a pour moi il y a une impasse. Désolée d'être... Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est le jeu. Je suis à la recherche, moi. Est-ce que ça marche cette fois-ci? Non, j'ai pas l'impression. C'est vraiment le cœur du sujet. Pour les médias, pour les entreprises que nous sommes, il faut tout de même savoir que ces annonceurs sont des entreprises qui bougent elles aussi. Donc, moi, mon espoir, c'est ce lien dans l'ensemble de la chaîne de valeur que nous représentons. Et les agences médias, les agences de communication ne sont pas forcément là aujourd'hui. Mais j'avais dit à Julien, moi, que c'est le thème qui m'intéresse, c'est de travailler dans cette chaîne de valeur-là. Il y a des hommes et des femmes qui comprennent très bien ces sujets-là aussi. Il y a même des initiatives verticales dans chacune de ces entités, de ces organisations. En revanche, on ne traite pas de l'ensemble du système. Donc moi, j'essaye de trouver des solutions là-dessus. On a commencé à réfléchir avec l'UDA, l'Union des annonceurs, avec la ACC, dans laquelle l'organisation des agences conseil, pour traiter à la fois du contenu des messages, de la manière de le faire évoluer. On est fortement soutenu par l'ADEME là-dessus. Bref, moi, c'est mon sujet. Plus que les contenus, parce que je ne suis pas journaliste et je me contente juste de soutenir les initiateurs à l'intérieur de TF1. Se questionner sur le modèle économique, ça, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont en situation de le faire ou dont c'est le rôle. Mais en l'occurrence, c'est le mien. C'est aussi à chacun de nous de ne pas acheter les trucs publicitaires. Non, mais c'est aussi effectivement une transformation du modèle qui fait qu'au lieu de... On peut interdire la pub, mais en fait, ça c'est malheureusement compliqué. En revanche, on peut essayer de pousser le plus fort possible pour que la pub fasse la promotion des produits qui vont dans le bon sens. Et de ceux dont vous parliez. J'avais encore une question. Désolée, en fait, c'était pas une question, mais une intervention hyper courte. Du coup, je vais faire le plus court possible. Je m'appelle Maud Clavier, je suis spécialiste de réalité virtuelle depuis un certain temps et je voulais juste ouvrir la question de la réalité virtuelle comme média impactant. Parce qu'une fois qu'une personne a un casque sur la tête, qu'on lui fait un contenu court et impactant, il peut vraiment vivre une situation et l'assimiler comme un souvenir personnel. Ça a été prouvé en neurosciences. Et du coup, il y a de plus en plus de salles qui s'ouvrent à la réalité virtuelle. Il y a Elucity qui va s'ouvrir à Paris. Donc si quelqu'un dans la salle est intéressé par ces thématiques-là, en tout cas, je suis spécialiste là-dedans, dans la création de contenu, dans l'accompagnement. Donc je pense que c'est un média qui peut aussi s'ajouter à tout ça, à la chaîne, et être hyper impactant pour les gens.
c'est formidable. J'espère que ça va ouvrir sur d'autres événements et que ça va aller plus loin. Alors, à titre de petit teasing, là aussi, il y a Pro Durable, le salon des pros de l'audiovisuel, fait de cette question publicité et consommation, les liaisons dangereuses, son thème de l'année 2019. Donc, pour dire qu'enfin il vient sur la table, ça m'a toujours paru être l'éléphant dans la pièce, mais transparent jusqu'à présent. Donc l'éléphant se matérialise. On va attaquer le sujet. Bon, merci. Alors merci à tous. Merci à tous.